Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ce nouvel épisode de votre émission Science High Tech, notre invité est le chercheur Gadju Bonaventure au département de chimie organique et il va vous présenter son profil scientifique. Je suis professeur Bonaventure Charles Gadju, enseignant au département de chimie organique, faculté de sciences, université de Yaoundé 1. Pourriez-vous nous parler de votre parcours au secondaire? Alors, j'ai commencé mes études primaires dans un établissement, dans une école, j'allais dire de Brousse, mon village natal, Komako, où j'ai eu le CEP en 1966. Et après le CEP, je me suis déplacé à Douala et mes parents m'ont inscrit au collège Saint-Michel. Et j'ai obtenu le BEPC en 1972. Et comme cet établissement n'avait pas de second cycle, j'étais obligé, n'est-ce pas, d'aller dans un autre établissement appelé Collège Alfred Sacker, où j'ai eu tour à tour le probatoire en 1974 et le baccalauréat en 1975, baccalauréat D. Pourquoi avez-vous choisi cette série? Choix personnel ou familial? Question intéressante, parce que mon rêve était de devenir médecin. Quand je voyais les médecins sauver les vies, je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas être comme eux? Et donc, je me suis rapproché pour demander conseil, comment est-ce qu'on peut faire pour être comme vous? Alors donc, ils m'ont brossé un peu le parcours, comment on peut le faire. Et puis, naturellement, il fallait passer par la série scientifique et j'ai choisi donc la série D. Dans quelle université vous êtes-vous inscrit et quelle filière avez-vous choisi? Alors, après l'obtention de mon baccalauréat D, comme je l'ai dit tantôt en 1975, juin 1975, je suis venu à l'université de Yaoundé. Il y avait effectivement une seule université dans le temps, l'université de Yaoundé, où je me suis fait inscrire en septembre 1975, dans une série qu'on appelait dans le temps chimie, biologie, géologie, CBG. Qu'est-ce qui a motivé le choix de votre filière? C'est toujours dans le souci, n'est-ce pas, de pouvoir faire la médecine, puisque avant de m'inscrire à l'université, je n'avais pas pu réussir au concours d'entrer dans une école de médecine, qui était juste le CUS, Centre universitaire de sciences de la santé, le CUS. Donc je n'avais pas obtenu le concours et puis donc je me suis naturellement inscrit dans une série qui pouvait me permettre de tenter davantage pour pouvoir me présenter encore à ce concours. Mais malheureusement, le rêve n'a pas été une réalité. Comment s'est déroulé votre parcours? Je me suis donc inscrit et j'ai continué première année, deuxième année où j'ai obtenu le diplôme d'études fondamentales. Troisième année, la licence en 1978 et puis ensuite la maîtrise en 1980. Et en réalité, quand j'ai eu la maîtrise, nous étions comme effectifs dans la classe, nous étions à 4. Et 3 d'entre nous ont eu la bourse pour aller continuer leurs études à l'étranger, notamment en France et en Angleterre. Mais malheureusement, je n'avais pas de bourse. Et puis, je me suis découragé dans un premier temps. Mais mon entourage m'a encouragé. Et je me suis donc inscrit en doctorat. Je me suis inscrit en doctorat. Et doctorat que j'ai donc soutenu dans un record 2 ans et demi. Ça, c'est en 1982, avril 1982. Et pour la crédibilité, n'est-ce pas, des diplômes,
on invitait, n'est-ce pas, les examinateurs externes. Et donc, il y a eu un Français, Jacques Sy, et un Anglais, Connolly. Et donc, après la soutenance, chacun d'eux, au vu de tout ce qui s'est passé pendant la soutenance, souhaitait, si j'avais convenance, quitte d'aller en France, quitte d'aller en Angleterre. Et également sur place, j'avais des propositions, puisque déjà en tant qu'étudiant de thèse, j'étais moniteur, assistant vacataire, et donc il ne fallait que couronner par l'accès au poste d'assistant. Et donc, une fois que j'ai soutenu en 82, avril 82, en juillet, le conseil d'administration siégeant en séance ordinaire m'a donc recruté et j'ai pris service donc le 12 août 1982. Ça, c'est le doctorat de 3e cycle, puisqu'il y avait toujours, enfin dans le temps, on suivait le système français avec 2 doctorats, doctorat de 3e cycle et doctorat d'État. Et généralement, pour faire le doctorat d'État, les conditions il fallait d'abord être recruté. Je me suis inscrit en doctorat d'État, et doctorat d'État que j'ai soutenu en 1990. Donc voilà un peu le parcours académique qui chevauche un peu la vie professionnelle. Quel est votre parcours professionnel de l'obtention de votre doctorat à aujourd'hui? Donc disons que quand j'ai obtenu le doctorat de 3e cycle en 82, disais-je tout à l'heure, et j'ai été donc recruté. Et naturellement, pour faire le doctorat d'État, on ne pouvait pas le faire sur place exclusivement. Donc il fallait une mobilité académique. Donc je me suis déplacé plusieurs fois, quitte en France, quitte en Angleterre, pour faire comme séjour de recherche. Et donc c'est à ce niveau-là, j'ai eu, après mon doctorat d'État en 90, j'ai eu des post-doc d'1 an à l'université de Glasgow, Angleterre. Et après donc cela, il y a eu d'autres déplacements, mobilité académique. Il faut se déplacer dans des séminaires, dans des conférences, etc. Et j'ai également eu des prix, n'est-ce pas? Puisque normalement, pour être scientifique, il faut compétir. J'ai fait, n'est-ce pas, j'ai obtenu, n'est-ce pas, dans un premier temps en 85, une bourse qu'on appelait dans le temps, jusqu'à présent d'ailleurs, International Foundation for Science, AFS. Et donc j'ai eu cela, et ça a été renouvelé 3 fois. Et après, j'ai également eu une bourse de Royal Chemical Society. Royal Chemical Society. Ça s'est tenu en Angleterre. Donc après cela, j'ai également eu des bourses IPIX, n'est-ce pas? Et ensuite, j'ai eu un prix, le prix AFS d'Anida en 1999. Donc mon parcours, il a fallu faire des déplacements, il a fallu faire ceci, cela. Et puis, évidemment, sur place, j'ai eu, n'est-ce pas, à être nommé en 2006 comme chef de département de médecine et pharmacopée traditionnelle à la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Ne pensez-vous pas que cette nomination en faculté de médecine soit une reconnaissance de vos travaux? En réalité, c'est vrai ce que vous dites. Et mon domaine de compétences et de recherche s'y prêtait. Parce que médecine traditionnelle, c'est un domaine où j'ai eu à beaucoup travailler, des thèses là-dessus, n'est-ce pas, à partir des plantes, savoir les compositions chimiques et même l'activité là-dessus. Donc j'ai eu à travailler plusieurs plantes, plusieurs familles, que ce soit rutacées, que ce soit rubiacées, que ce soit moracées, que ce soit euphorbiacées. Ce sont des plantes qui sont très riches et qui
en réalité, contiennent beaucoup de principes actifs. Et donc, si on a créé dans ce département, et donc j'étais la personne qu'on a désignée pour conduire la destinée de ce département, certainement cela avait un sens et c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Surtout qu'à partir de là, au niveau de ces plantes, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de principes actifs et les médicaments sont faits à base de principes actifs. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la reconnaissance de l'African Academy of Science? Il s'agit d'une reconnaissance. Alors donc, African Academy of Science, n'est-ce pas, essaye de regarder les scientifiques et puis les nomme dans l'académie. Quand votre cursus répond à certains critères qu'il exige, alors il vous nomme dans votre académie. Je me rappelle que j'ai eu cet honneur en 2012 et je peux vous dire que ce jour où je recevais cette reconnaissance, j'étais avec le ministre Twente. En fait, on lui avait aussi accordé cette reconnaissance. Donc, et nous avons voyagé ensemble et on nous a donné cette reconnaissance avec le professeur Maurice Twente, l'ex-ministre de l'enseignement supérieur. Sur quoi ont porté vos travaux? Mon point focal, ce que j'ai eu à faire, c'est vraiment faire l'étude, n'est-ce pas, phytochimique, n'est-ce pas, de ces plantes-là et faire des activités. Et l'objectif étant de pouvoir déceler le principe actif qui s'y trouve. Et quand on a ces principes actifs, on essaie de voir comment on peut appliquer cela, comment on peut faire la formulation pour pouvoir obtenir des médicaments accessibles à la population. Quel est l'impact de vos travaux sur le développement de la science et de la société? À présent, les tradithérapeutes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle une préparation instantanée. Une préparation instantanée, c'est une préparation, prenez par exemple une plante, vous faites une macération et puis vous ajoutez certains ingrédients là-dedans et puis vous donnez au patient. Le patient à ce moment-là consomme. Mais ce qu'on a eu à remarquer, c'est que le patient, s'il a à consommer cela pendant 3-4 une semaine, alors, ce qu'on donne à ce moment-là ne peut pas être uniquement bien conservé. Et donc, notre travail, c'est de montrer à ces tradithérapeutes comment on peut maintenant conserver ces préparations qu'ils ont et qu'ils administrent aux patients. Et comment on le fait parfois. Il suffit seulement, à partir de l'extrait à queue qu'ils ont là, au lieu de donner cela aux patients comme ça pour qu'ils puissent aller conserver, quitte à ce que les moisissures puissent envahir cela et ce n'est plus le remède là que vous consommez, c'est plutôt autre chose, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de dire, par exemple, ce médicament, cette préparation que vous avez, cette macération, on peut lyophiliser, c'est-à-dire enlever le solvant qui se trouve là-dessus, de façon à ce que vous ayez une poudre. Et quand vous avez à ce moment-là une poudre, alors on peut dissoudre la poudre au moment où vous voulez prendre. Et là, à ce moment, la poudre se conserve pendant longtemps. Et c'est ce que vous voyez par exemple, Prunus africana. C'est une plante qu'on utilise pour traiter la prostate. Dès ma nomination en faculté de médecine et sciences biomédicales comme chef de département de médecine et pharmacopée traditionnelle, il fallait mettre sur pied le programme. Qu'est-ce qu'on va enseigner où, à quel niveau, puisque les étudiants vont de première en 6e année et en 7e année, ils rédigent leur thèse. Donc il fallait maintenant concevoir un programme et savoir à quel niveau les enseignements seront dispensés. Quel était votre degré d'implication concernant l'encadrement? Mon souci d'encadrement
c'était voir les gens qui vont me remplacer valablement. Et j'ai souvent dit dans mon fort intérieur, si vous quittez la scène sans avoir les gens qui vous remplacent valablement, vous avez échoué dans votre au cours de votre passage. J'ai eu ce souci-là de former entièrement mes collègues. Je peux citer par exemple le professeur Etienne Ndongo, qui aujourd'hui occupe le poste de vice-doyen chargé des enseignements à la faculté de sciences de l'éducation, Université de Yaoundé 1. Je peux citer Nkwam Siméon et Kapché Deko, qui sont professeurs titulaires au département de chimie de l'école normale supérieure de Yaoundé 1. Et je peux citer également professeur Barthélémy Ngamini, qui est professeur titulaire à faculté de médecine et sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. Voilà quelques échantillons. Sans toutefois, il y a plus de 6 mètres de conférences que j'ai eu à conduire à ce niveau-là. Quel est le nombre de masters et thèses que vous avez encadrés? Je dirais que j'ai une centaine de masters. Regardez ces masters là, et plus d'une cinquantaine de thèses. Je dis là les thèses que j'ai répertoriées à partir de 2000. À partir de 2000, parce qu'entre-temps, quand les étudiants soutenaient vraiment, on n'avait pas ce catalogue-là. Quel regard avez-vous sur la chimie organique au Cameroun? S'il faut faire la recherche, il faut faire la recherche et le développement aussi. Parce que normalement, quand on fait la recherche, on stagne à un niveau donné. Là, ce n'est plus bien. Il faut faire en sorte que cette recherche soit dynamique et non statique. Il faut, par exemple, lorsque vous travaillez dans un domaine, comme je vous ai dit tout à l'heure sur les plantes médicinales, il ne faut pas seulement faire l'isolement, la caractérisation et l'identification, les tests de screening biologique, etc. Mais il faut évoluer jusqu'à un niveau où vous pouvez mettre les phytomédicaments, non seulement phytomédicaments, mais les médicaments même synthétiques que vous pouvez donc faire à partir des principes actifs que vous avez donc eu à isoler. Avez-vous eu un modèle en sciences durant votre carrière d'enseignant-chercheur? Lors de la présentation de mon parcours académique, j'ai cité le professeur Jacques Essé de la France, le professeur Connolly de l'Angleterre. Mais le professeur Connolly de l'Angleterre m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu à faire beaucoup de séjours dans son laboratoire et sa façon de faire la chimie a été pour moi un très grand modèle. Donc c'est un monsieur qui, en réalité, sa vie n'est que la chimie. Même quand vous allez à la maison, vous voyez comment il se comporte, même le langage, même comment il voyage un peu partout dans le monde pour faire les conférences. Ça, je suis très flatté, j'ai été vraiment très flatté pour avoir fait sa connaissance. Et également, il y a un autre, ici en Afrique, le professeur Abega Berenou Abega. J'ai eu à faire sa connaissance en 1996. Quand je suis allé à l'université de Botswana. Ça, c'est très proche de l'Afrique du Sud. Et on a eu à travailler pendant longtemps. Et c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup marqué. Puisque l'esprit critique, l'esprit scientifique, il incarne cela. Et il accueille des post-docs régulièrement dans son laboratoire. Et il échange avec ses postdocs et il essaye de montrer comment il faut être rigoureux dans la science, pas d'à peu près. Si vous donnez un résultat, il faut que ce résultat soit répétitif. Il ne faut pas que vous fassiez un résultat qu'on ne peut pas reprendre. Ça, ce n'est plus la science. Donc, pour cela, il m'a beaucoup marqué et j'ai eu plusieurs séjours dans son laboratoire. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Camerounais qui désirent
faire carrière dans votre domaine? Je dirais ceci. Au niveau de la recherche, il faudrait donc que leur recherche conduise à la solution de certains problèmes de société. Et pour ce faire, j'encourage les jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas, avec leur encadreur, à pouvoir trouver un consensus sur un sujet qui résout un problème particulier de société. Parce que si vous résolvez un problème particulier de société, le taux de chômage que nous constatons aujourd'hui dehors là va diminuer. Supposons que vous voulez donner un sujet de thèse à un étudiant, vous allez, n'est-ce pas, dans une société et vous voyez un problème que la société rencontre. Vous bâtissez votre question à partir de là. Et en fin de compte maintenant, l'étudiant arrive à solutionner cela. Rendez-vous compte, à la fin de sa thèse, même s'il n'est pas recruté en temps plein, cette société, lorsqu'elle aura des problèmes, peut se référer à lui, quitte à ce qu'il soit juste là comme un consultant.